Nous avons fait un modèle dans le cas où nous avons un système triphasé, équilibré, direct ou inverse. Maintenant, nous allons voir notre système dans le cas où il y a la présence d'une composante homopolaire. J'espère que vous vous rappelez bien les composantes symétriques que vous aurez vues avec Madame Zarq déjà, dans les systèmes triphasés équilibrés et déséquilibrés. Alors, dans tout système qui est déséquilibré, il y a un système triphasé équilibré direct, un système triphasé équilibré inverse et un système homopolaire. D'accord? Alors, les deux systèmes directs et inverses, ils sont un peu équivalents, tandis que le système homopolaire, c'est un système triphasé dans lequel vous avez les trois grandeurs qui sont égales. D'accord? Donc, si vous prenez par exemple un système de tension triphasé déséquilibré, vous pouvez décomposer le système triphasé déséquilibré en trois systèmes triphasés, je dirais équilibrés. Alors, il y a un système équilibré homopolaire, un système équilibré direct et un système triphasé équilibré inverse. D'accord? Donc, il a dit un système triphasé déséquilibré. Supposons par exemple que vous avez un système qui est comme ça. Un module qui est important et un module qui est صغير ou un module qui est كبير, par exemple. Voilà, ici vous avez un système triphasé équilibré. En supposant que vous avez ici la tension V1, la tension V2 et la tension V3. Alors, je peux le décomposer à la somme de trois systèmes triphasés équilibrés. Alors, vous avez ici VD, par exemple direct. Vous avez A VD. Avec A, c'est l'opérateur exponentiel de J de pi sur 3. Ici, vous avez A au carré VD. De la même manière, ici, vous allez avoir VI. Inverse. A VI. Et A au carré VI. Et puis, vous avez un système homopolaire. V0, V0, qui sont confondus. C'est la même valeur en phase et en module. Donc, on va avoir un système déséquilibré. D'accord? Un système triphasé déséquilibré, je peux le décomposer en la somme de trois systèmes triphasés équilibrés en quelque sorte. Alors tout à l'heure, nous avons vu que pour un système triphasé équilibré qui peut être soit direct ou l'inverse, nous avons fait le schéma monophasé équivalent de la ligne. Ça veut dire que nous avons défini dans ce cas l'impédance ZD et l'impédance ZI qui est la même. D'accord? Alors maintenant, ce qui reste à faire, c'est, dans le cas où vous avez un système déséquilibré, il faudra refaire les calculs, mais pour la composante homopolaire. Et c'est ce que nous allons faire pour cette partie. Nous allons considérer un système triphasé déséquilibré. Pour la partie directe et inverse, nous avons déjà fait. D'accord, nous avons fait donc le schéma monophasé équivalent. Donc, il nous a donné L moins M, qui est l'impédance, qui est l'inductance cyclique. Maintenant, nous allons voir pour le cas où on a un système homopolaire. Voilà. Alors, je reviens
aux équations de tout à l'heure, que je n'ai pas remplacé, d'accord? Alors je prends l'équation. Rappelez-vous bien de cette équation, ou là de ces équations, d'accord? Alors, à des équations à deux, ils sont toujours valables, d'accord? Ils sont toujours valables. Bon, c'est pas valable, pardon, c'est pas dans ce cas. Et je vais prendre l'équation. C'est l'équation qu'on va utiliser, d'accord? Alors, vous avez VA moins VA' est égal à quoi? Est égal à R plus G oméga L et A, plus l'inductance mutuelle le courant IB, plus l'inductance mutuelle le courant IC. Alors maintenant, dans le cas où on a un système homopolaire, dans un système homopolaire que ce qu'on a, on a le courant IA qui est égal au courant IB qui est égal au courant IC. Alors s'il vous plaît, rappelez-vous bien de tout ça. Dans le cas où on a un système homopolaire, on a le courant IA. Ça, c'est la définition de l'homopolaire. Un système homopolaire, ça veut dire qu'on a les trois composantes qui ont la même valeur. IA égale à IB égale à IC. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux écrire dans ce cas? Je peux écrire que VA moins VA' est égal à quoi? Est égal à R fois IA, plus quoi? Plus IA fois oméga L, plus 2 fois oméga M. Plus 2 fois oméga M. Donc si je reviens ici pour le... On a un système homopolaire. On aura finalement, puisqu'on a IA égale à IB égale à IC égale à I0, d'accord? Je peux écrire que IA VA moins VA' égale à ZL plus 2 fois ZM fois le courant I0 qui est égal dans ce cas au courant IA, IB, IC. D'accord? Alors là, vous voyez le schéma monophasé équivalent qui va se présenter dans ce cas. Le schéma monophasé équivalent qui va se présenter, c'est un schéma qui a les valeurs suivantes. Vous avez la résistance R qui va rester toujours la même chose, donc il ne va pas changer dans le cas direct ou à l'inverse ou la homopolaire. Mais vous allez avoir pour l'impédance totale ou l'impédance équivalente, pardon, l'inductance équivalente. Dans ce cas, l'inductance équivalente, ça serait plus, dans le cas homopolaire, ça serait plus L moins M, mais ça serait L plus 2 fois M. Alors là, vous voyez comment l'impédance de la ligne change si vous appliquez un système direct. Là, vous appliquez un système homopolaire. Et ça, ce sont des choses bizarres pour lesquelles il faudra faire attention dans le cas des lignes électriques. Si vous faites passer dans la ligne électrique un courant direct, un système triphasé direct, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir une impédance. Là, je parle de système direct, je ne parle pas de homopolaire. Il va voir quoi? Il va voir une résistance avec une inductance L moins M. Si dans la même ligne, vous faites passer un système triphasé homopolaire, qu'est-ce qu'il va voir de courant ADA? Il va voir une autre impédance qui sera différente de la première. Dans ce cas, il va voir une impédance qui va augmenter. Regardez maintenant l'impédance qu'il va voir, le courant homopolaire, I0. Il va rencontrer une impédance qui a la valeur suivante, R plus J oméga L plus 2M. Ça veut dire dans ce cas, vous allez avoir l'impédance de la ligne qui va augmenter. Donc là, vous voyez, il y a de la chose bizarre. C'est que l'impédance de la ligne, elle va changer selon le type le courant que vous allez injecter dans le réseau. Si vous injectez un courant direct ou l'inverse, il va avoir une impédance ZD ou la ZI, qui est égale dans ce cas à quoi? ZI, ZD, c'était R plus G oméga L moins M. Mais dans le cas où vous injectez des courants homopolaires dans la ligne, le courant HADA, qu'est-ce qu'il va rencontrer? Il va rencontrer une autre impédance qui sera différente de l'impédance directe et inverse. Il va rencontrer
une impédance qui est composée de la résistance R et d'une réactance G oméga L plus 2M. J'espère que vous saisissez bien la différence. Dans le cas où on injecte un courant direct et dans le cas où on injecte un courant homopolaire, ce ne serait pas la même impédance. Vous allez voir que dans la ligne, c'est la même chose, c'est la même ligne, ça veut dire les mêmes fils, les mêmes sections, les mêmes conducteurs, les mêmes distances et tout. Mais si vous injectez un courant direct, on va voir une impédance. Si vous injectez un courant homopolaire, vous allez voir une impédance différente. D'accord? Et ça, c'est bizarre. Ce sont des choses bizarres qui sont données par les calculs et que l'on rencontre très bien dans les réseaux électriques. Alors, les valeurs les impédances directes inverses homopolaires, elles vont influencer le courant de court-circuit. Alors, si vous avez par exemple un courant de court-circuit triphasé symétrique, dans ce cas, on ne va pas voir de composante homopolaire. Pourquoi? Parce que vous avez un courant de court-circuit symétrique. J'espère que vous avez vu ça avec Madame Zrak lorsque vous faites un court-circuit triphasé. Court-circuit triphasé symétrique, ça veut dire qu'il n'y a pas de composante homopolaire dans ce cas. Mais si vous prenez un court-circuit monophasé, dans le court-circuit monophasé, vous avez un court-circuit qui est déséquilibré. Là, vous avez un court-circuit sur une ligne, tandis que les deux autres phases ne sont pas en court-circuit. Dans ce cas, vous allez avoir un certain déséquilibre dans la ligne. Et si vous avez ce déséquilibre dans la ligne, ça veut dire, dans ce cas, vous allez avoir une composante homopolaire du courant. Alors, la composante homopolaire du courant, qu'est-ce qu'elle va voir dans ce cas? Elle va voir une impédance qui sera différente de la composante qui sera normalement vue par une composante directe ou inverse. D'accord? Alors, faites attention, s'il vous plaît, à ce calcul. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des choses que je pose l'examen comme question de cours. Quelle est l'impédance vue par un courant homopolaire et quelle est l'impédance vue pour un courant direct ou inverse dans une ligne. Et ce sont des choses différentes, s'il vous plaît, même si j'ai dit que vous avez la même ligne, vous avez la même section, vous avez les mêmes longueurs et tout, mais si vous injectez un courant homopolaire, on va voir une impédance de la ligne qui sera différente de l'impédance qui sera rencontrée par un courant direct ou inverse. Donc, dans un courant homopolaire, si vous êtes dans un système déséquilibré, dans un courant homopolaire, on va voir une impédance qui est plus importante. D'accord? Alors, pour nous, c'est une chose qui est bien. Généralement, lorsqu'on est dans un système triphasé, on est dans un système généralement triphasé qui est équilibré. Et le système déséquilibré, on le trouve généralement lorsqu'on est en court-circuit. Et c'est bien d'avoir une impédance qui est très importante pour limiter le courant de court-circuit. Parce que dans ce cas, vous avez le courant de court-circuit homopolaire, il va rencontrer une impédance qui est très importante. Et dans ce cas, ça va réduire la valeur du courant homopolaire. D'accord? Vous voyez l'impédance qui est multipliée par 2 fois ou 3 fois. D'accord? Dans le cas d'un courant homopolaire. Tout à l'heure, on avait L moins M et maintenant, on a L plus 2M. D'accord? Ça veut dire que c'est comme si on a multiplié la réactance par 3 dans le cas déséquilibré. Alors voilà, j'espère que vous avez bien saisi les calculs et vous avez bien saisi le sens aussi d'un système direct, un système inverse homopolaire. Comme j'ai dit, dans un système direct inverse, c'est le cas réel, c'est le cas normal que l'on retrouve dans les circuits électriques, dans les réseaux électriques. Ça veut dire qu'on cherche toujours à travailler dans un système triphasé équilibré, en direct ou en inverse, mais généralement c'est en direct. D'accord? Et puis on a le système homopolaire dans le cas où on a un défaut, dans le cas où on a un court-circuit par exemple, ça veut dire on a un dysfonctionnement dans le fonctionnement de notre réseau électrique. Alors voilà pour comme résumé de ce que nous avons vu pour les inductances, d'accord? Alors, si vous êtes dans un système direct ou l'inverse, l'impédance de la ligne, le schéma monophasé équivalent, ça revient à écrire que l'impédance du schéma monophasé équivalent, c'est ZL moins ZM. Avec ZL, c'est l'inductance propre, c'est l'impédance propre, tandis que ZM, c'est l'impédance mutuelle.
Dans le cas où on est en homopolaire, l'impédance qui sera vue par un courant homopolaire, ça serait ZL, qui est l'inductance propre de la ligne, plus 2 fois Zm, qui est l'inductance mutuelle entre une ligne et l'autre. D'accord? Donc voilà pour en ce qui concerne les éléments en série, ça veut dire les éléments longitudinaux. Maintenant, nous allons passer à la capacité. Alors pour la capacité, ça sera quelque chose de différent parce que vous avez pour les impédances en série, vous avez des calculs à faire, vous avez généralement c'est la sommation. Tandis que pour les capacités, généralement, ils sont en parallèle. Et dans ce cas, les choses vont changer parce que ce qu'on peut additionner, ça devient en parallèle. Et ce qu'on peut mettre en parallèle, ça s'additionne. Et c'est ce que nous allons voir dans le cas de la capacité. Alors maintenant, pour la capacité, je rappelle que ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'était la capacité propre d'une ligne par rapport au sol. D'accord? On l'a appelé donc C, d'accord, par rapport à la Terre. Tandis que lorsqu'on a un système triphasé, comme pour l'inductance, nous avons la capacité mutuelle entre les différentes lignes. Alors là, vous avez par exemple entre la ligne 1 et la ligne 3, entre la ligne 1 et la ligne 2, vous avez une certaine capacité mutuelle. Et puis entre la ligne 2 et la ligne 3. Alors, on va supposer qu'on a un système symétrique. Donc, ça veut dire qu'on a la même distance entre les différentes phases. Et dans ce cas, on va considérer qu'on a la même capacité mutuelle entre les différents conducteurs. D'accord? Donc, le schéma d'Iana, il sera de cette forme. Alors, vous avez une capacité propre, qui est la capacité entre la ligne et le sol, et puis la capacité mutuelle entre chacun des phases et les autres. Donc, vous avez CM, CM et CM. D'accord? Alors, de la même manière, on va voir quelle est la relation. Tout à l'heure, nous avons vu la relation entre VA et VA'. Maintenant, on va voir la relation entre EA et A' parce qu'il y aura une chute de courant. Parce qu'il y aura 10 courants qui vont passer par C, il y a un autre courant qui va passer par CM et il y a un autre courant qui va passer par CM qui est là. Mais tout ça, on peut le calculer en fonction d'L et A, d'accord? Et puis, en fonction des tensions que vous avez ici. Donc, les tensions VA, la tension VB, la tension VC. Et puis, en fonction aussi des tensions composées que vous avez entre les différentes lignes. Mais pour le moment, vous avez ici un schéma qui est facile, d'accord? J'ai dit tout à l'heure, vous avez la chute de tension, mais dans ce cas, vous avez la chute de courant, parce qu'il y aura une partie qui sera perdue dans la capacité 1, la capacité 2 que vous avez là, et puis la capacité 3 que vous avez là, si je m'intéresse au conducteur 1. Alors, on peut bien écrire la relation entre EA et A' en fonction de C, de CM et de CM, et des différentes tensions de la manière suivante. D'accord? Alors, vous avez IA moins IA' est égal à quoi? Est égal au courant qui passe par... Alors là, d'accord, on a bien simplifié les calculs ici, mais si vous voulez revenir à un autre schéma qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, par exemple? Vous avez le courant qui est là, c'est le premier courant. Là, vous avez le deuxième courant. Et là, vous avez le troisième courant. Alors, celui-là, quelle est son expression? Là, le courant qui passe ici, ça serait quoi? Ça serait C oméga fois VA. J. J'espère que vous êtes d'accord. Donc, le courant qui passe par là, ce n'est quoi? Ce n'est que la tension VA. D'accord? Le courant qui passe ici, ce n'est que G, C oméga fois VA. D'accord? Alors, le courant qui passe par là, c'est quoi? Alors, la tension qui se trouve
aux bornes, il y a la capacité CM dans ce cas, ce n'est que la tension VA moins VB. Donc, qu'est-ce que je vais faire de la même manière? Donc, c'est la capacité, d'accord, c'est G, C, M. Dans ce cas, c'est l'inductance mutuelle, d'accord, entre les deux conducteurs A et B. Donc, c'est G, C, oméga, fois quoi? Fois la différence VA moins VB. Et de la même manière ici, donc ce n'est pas la peine que je réécrive l'expression, le courant qui passe par là, ce n'est que GC oméga fois VA moins VC, qui est la tension au bord d'LCM. Dans ce cas, c'est la tension VA et la tension VC. Donc le courant qui passe par là, c'est GC oméga fois VA moins VC. Alors maintenant, si vous regardez l'expression que j'ai ici, donc on l'a un peu détaillé. Donc parce que vous avez VA ici dans 3K, alors vous avez GC oméga VA, et là vous avez GC oméga VA, et là vous allez avoir aussi GC oméga VA. Donc ça veut dire que si vous faites le détail, vous allez trouver que IA moins IA prime c'est G oméga C plus 2 fois CM fois VA, plus moins les différences qu'on avait tout à l'heure. Donc moins G oméga CM VB moins G oméga CM VC. Alors on va dire il y a l'expression totale. Chacune des phases. Après, on va voir quelle est la spécificité de chacun des cas lorsqu'on va étudier un système triphasé équilibré et un système triphasé déséquilibré. Alors maintenant, si on fait un système triphasé équilibré, alors maintenant, l'équation a dit, donc il va se répéter pour les autres phases. Alors maintenant, je peux écrire tout ça, d'accord? Dans le cas où on a un système triphasé équilibré, ça veut dire que vous avez quoi? Vous avez la tension VA, la tension VB, la tension VC, la somme des nombres est égale à 0. D'accord? Donc je peux remplacer la tension VP par quoi? Je peux remplacer la tension VB par exponentielle de moins J de P sur 3 VA. Et je peux remplacer la tension VC, ça c'est un système triphasé équilibré, d'accord? Je peux remplacer la tension VC par exponentielle de moins J4Pi sur 3 VA. Alors finalement, si vous faites la différence d'Elena, d'accord, 2 moins exponentielle de moins J, ainsi de suite, ça va vous donner 3. D'accord? 2 moins H, ça va vous donner 3. Alors finalement, vous allez avoir IA moins IA prime, ça va vous donner quoi? Pour le système direct ou l'inverse, c'est la même chose. Ça va vous donner que la capacité équivalente totale, qui va tenir compte du fait que nous avons des capacités mutuelles entre les différentes phases, comme tout à l'heure pour les inductances, mais cette fois-ci pour les capacités. Vous allez avoir le schéma monophasé équivalent, ça serait ça. Donc vous allez remplacer l'effet capacitif mutuel et l'effet capacitif propre par la capacité totale qui est C plus 3Cm. Et là, s'il vous plaît, vous pouvez voir la différence. Dans le cas de l'inductance, pour le système direct ou l'inverse, on avait L moins M. Mais dans le cas de la capacité, c'est C plus 3Cm. Donc là, vous voyez l'homopolaire, tout à l'heure, homopolaire, C plus la L plus 2M. Maintenant, c'est C plus 3Cm pour le cas direct ou inverse. Donc, pour le cas direct ou inverse, nous avons une capacité qui est très importante. D'accord? Pour le cas direct ou inverse, nous avons une capacité équivalente totale qui est très importante, comparée à la capacité propre de la ligne. D'accord? Donc, dans le cas où on a un système triphasé équilibré direct ou inverse, la capacité équivalente, le schéma monophasé équivalent, ça serait C plus 3Cm. Alors maintenant, le schéma total, le schéma monophasé équivalent total pour un système direct ou inverse. Donc, ça serait quoi? Ça serait R, l'inductance cyclique,
et puis vous avez la capacité équivalente totale. Donc, هذا هو le schéma monophasé équivalent de la ligne si on tient compte de la capacité مع l'inductance C plus 3 cm. Là, vous avez L moins M. Donc voilà notre schéma monophasé équivalent de la ligne dans le cas où on a un système triphasé équilibré direct ou inverse. La résistance de la ligne, qui ne dépend pas de la mutualité, l'inductance cyclique de la ligne qui va dépendre de l'inductance propre et de l'inductance mutuelle, la capacité totale, cyclique aussi si on veut, si on ose dire, donc c'est la capacité propre plus 3 fois la capacité mutuelle. D'accord? Donc finalement, c'est le schéma qui est vu lorsqu'on est dans un système triphasé équilibré. D'accord? Vous avez l'inductance et vous avez la capacité équivalente. Alors, ça va changer dans le cas où on est dans un système déséquilibré. D'accord? Donc, si on est dans un système homopolaire, de la même manière, système homopolaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez VA égale à VB égale à VC d'accord? Alors dans ce cas, vous pouvez bien revenir à cette expression-là. Alors au lieu de mettre na 2 moins et ainsi de suite, vous allez remplacer VB ma VC par VA. D'accord? Vous allez remplacer VB ma VC par VA. Et là, vous allez avoir plus de CM, moins de CM. Alors 2CM moins 2CM, donc vous allez avoir 0. Finalement, ça va rester quoi? Ça va rester G oméga C fois VA. Donc c'est ce qu'on va avoir dans le cas ici. D'accord? Donc radar, ils vont s'annuler avec les deux que vous avez ici. D'accord? Alors finalement, vous allez avoir pour le cas homopolaire, ce qui va rester, c'est uniquement la capacité propre. D'accord? Les capacités homopolaires n'ont aucun effet. Pardon, la capacité mutuelle n'ont aucun effet dans ce cas. Donc ce qui va rester, c'est uniquement l'effet de la capacité propre. Donc le schéma Diana, dans le cas où on a un courant homopolaire ou un système homopolaire, ce qui va rester, c'est uniquement la capacité propre de la ligne. Alors maintenant, si on veut écrire le schéma monophasé équivalent dans le cas homopolaire, alors vous allez de la même manière avoir la résistance. Alors pour l'inductance, si vous vous rappelez bien et si vous suivez bien le cours, donc ça serait dans ce cas L plus 2M. Et puis, vous avez pour la capacité, c'est la capacité C propre. Donc, il n'y a pas d'autres termes qui vont intervenir dans les calculs. Donc voilà, ce sont des choses peut-être qui peuvent se poser dans un contrôle, dans un examen. Quel est le schéma monophasé équivalent d'un système triphasé direct? D'accord? Quel est le schéma monophasé pour une ligne dans le cas dans un système triphasé homopolaire? D'accord? Alors pour le système direct ou inverse, il faut donner donc cette expression-là. D'accord? Pour le système homopolaire, il faudra bien donner ce schéma monophasé équivalent. Donc, comme j'ai dit, dans le cas homopolaire, vous avez l'inductance de la ligne qui va augmenter, tandis que la capacité va diminuer. Dans le cas direct... Bien, L majuscule. Oui? Monsieur, pour L, c'est minuscule ou bien en majuscule? Alors là, c'est pour seulement parce que là, je peux remplacer H chez Kaml par L, d'accord? Parce que L, dans ce cas, ça change, parce que vous avez L homopolaire, mais L direct. Alors L, tout à l'heure, j'avais dit que je vais prendre L propre, je vais prendre le minuscule pour L propre, pour l'inductance propre de la ligne, d'accord?
Mais si vous voulez suivre ce qu'on a ici, donc vous pouvez mettre ce qu'on a. Donc si on a L majuscule, vous mettez L majuscule. Si on a L minuscule, vous mettez L minuscule, d'accord? Parce que D'accord, monsieur. tout à l'heure, j'avais dit que le petit L, je vais le réserver pour l'inductance propre. Là, j'avais dit que je vais réserver le petit L pour l'inductance propre, d'accord? Dans le cas où vous avez la ligne uniquement avec le sol. Mais tout ça, je peux bien le remplacer parce qu'après, lorsqu'on va voir les exercices et les applications, on va parler uniquement de l'inductance L. Et dans ce cas, l'inductance L, ça serait l'inductance totale. D'accord? Avec l'inductance totale, parce qu'on ne va pas donner l'inductance mutuelle. Les exercices, on va l'inductance mutuelle, ce qu'on va donner uniquement, on va donner l'inductance cyclique. Donc l'inductance L qui est soit L plus 2M ou la L moins M. Alors, L0 ou la LH, ça serait L plus 2M. LD ou la LI, ça serait le petit L moins M, d'accord? Mais ce qu'il faudra savoir, il faut bien connaître la démonstration, parce que là, on ne peut pas avoir L cyclique. Le L que vous avez ici toujours, c'est L propre, d'accord? L propre moins M, ou la L propre plus 2M, si on est dans le cas homopolaire. De la même chose pour les capacités. Donc, vous avez C, c'est l'inductance propre, et le CM, c'est l'inductance mutuelle, pardon, c'est la capacité mutuelle, la capacité propre. Mais dans les exercices, on va donner la capacité C. Parce qu'on va parler de la capacité C, ça serait quoi? Ça serait soit C, lorsqu'on est dans le cas homopolaire, ou là, ça serait C plus 3CM lorsqu'on est dans le cas direct ou inverse. Mais la capacité qu'on va donner, ce serait toujours la capacité totale, que ce soit en homopolaire ou là en direct inverse. Donc là, vous voyez que lorsqu'on est dans la mutualité et lorsqu'on est dans un système normal, vous avez la capacité qui prend des valeurs très importantes. D'accord? Surtout lorsque vous êtes en très haute tension et lorsque vous êtes sur des distances qui sont très très importantes, la valeur de la capacité devient une valeur qui est très très importante. Alors dans ce cas, il faut bien en tenir compte, d'accord, de la capacité dans les calculs et aussi dans la protection. Pour définir les protections, il faut tenir compte de la valeur de la capacité totale. Parce que généralement, lorsqu'on est dans un système, on cherche à travailler avec un système triphasé équilibré. Et dans ce cas, vous allez avoir la capacité totale qui est très très importante. Et comme j'avais dit la dernière fois, chaque fois que vous avez une capacité qui est très importante, ça peut causer des surtensions. Parce que la capacité, on le sait très, très bien, elle fournit de la puissance réactive. Elle fournit de la puissance réactive. D'accord? Donc, s'il fournit de la puissance réactive, ça veut dire, dans ce cas, la tension ici, elle sera très importante. Elle va augmenter. D'accord? Et là, on peut faire un exercice. On va le faire de toute façon. Lorsque vous avez injection de la puissance réactive, alors tout à l'heure j'avais dit que lorsque je consomme de la puissance réactive, je diminue la tension, il y a une chute de tension qui est très importante, mais lorsque vous injectez de la puissance réactive, ça veut dire lorsque vous produisez de la puissance réactive, vous augmentez la tension. D'accord? Vous augmentez la tension au point où vous avez fait l'injection. Donc si vous faites l'injection de la puissance réactive ici, en ce point, la tension en ce point, elle va augmenter. D'accord? Comparé à la tension qui est là. Alors normalement, on sait très bien que si vous avez le transit de puissance, il va dans ce sens. On sait très bien que ce qu'on fait dans les exercices canafou, la tension normalement, là, il va chuter. D'accord? C'est-à-dire la tension ici, il sera inférieure à la tension là. Mais lorsque vous injectez de la puissance réactive là, la tension ici peut être supérieure à la tension ici. Ça veut dire, au lieu d'avoir une chute de tension, vous allez avoir une augmentation de la tension. Alors, le fait d'avoir une augmentation de la tension, donc il faut que cette augmentation de la tension soit dans les normes. Si vous dépassez la tension qui est supportée, par exemple, si vous avez ici, de ce côté-là, vous avez un transformateur, ou là, vous avez un utilisateur, ou là, vous avez un équipement qui ne peut pas supporter une tension qui est très importante, dans ce cas, si vous avez une injection très importante de la puissance réactive, vous risquez d'augmenter la tension à des proportions qui ne sont pas supportables par le matériel que vous avez de ce côté-là.
et ça peut endommager le matériel. Ça peut endommager par exemple un transformateur ou un équipement qui ne peut pas supporter une tension qui est très importante. Donc pour les lignes très haute tension et haute tension, on évite toujours de les faire. Alors, je pense qu'il y avait une certaine coupure, d'accord? Alors, j'ai arrêté de parler lorsqu'il y avait la coupure. Je pense que c'est de mon côté. Je ne sais pas, peut-être. Voilà, alors je continue sur ce que j'étais en train d'expliquer. Donc, j'avais dit que généralement, on évite de faire fonctionner les lignes très haute tension et haute tension à vide, d'accord? Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une tension à vide, ça veut dire le courant qui est consommé par la ligne, donc il est nul. Et ça veut dire la tension, elle est importante parce qu'il n'y a pas de chute de tension. Alors si vous ajoutez à ça une injection importante de la puissance réactive, dans ce cas, vous risquez d'avoir une surtension de ce côté-là. Et comme j'ai dit, ça peut détruire les transformateurs, ça peut détruire les équipements que l'on peut trouver ici, à côté de ce point où vous avez une tension qui est très importante. D'accord? Donc ça a une influence très importante dans les lignes haute tension et très haute tension. Voilà. Alors, je pense qu'aujourd'hui, dans le temps qui nous reste, on va faire un exercice, une petite application. Alors, vous avez une ligne triphasée de... Vous m'entendez très bien. Tout à l'heure, il y avait une coupure, mais là, je pense Oui, que... Oui, ouais. Voilà. Alors, on a une ligne triphasée donc, à 230 kV. Alors là, vous voyez déjà que ça dépasse 100 kV dont nous avons parlé avant. C'est-à-dire, déjà, il faut tenir compte de l'effet capacitif. Mais vous avez une longueur qui est inférieure à 80 km. Là, on a une longueur d'il y a 50 km. Mais nous avons une tension qui dépasse 100 kV. Et dans ce cas, on va voir est-ce qu'on va tenir compte de la capacité, oh là là, à partir des calculs qu'on va faire dans cet exercice. On va essayer à partir de ces éléments-là que je viens de donner ou là que je vais donner, on va essayer donc de voir quels sont les éléments que l'on doit retenir et les éléments que l'on peut négliger. D'accord? La résistance, la capacité et les inductances. Alors maintenant, la ligne Hadi, donc il a une longueur de 50 km. La ligne transporte une puissance de 300 MW. D'accord? Une ligne triphasée qui transporte une puissance de 300 MW. Donc là, ça veut dire que c'est à la sortie d'une centrale. Alors les impédances approximatives associées au conducteur en aluminium sont données par... Alors vous avez la résistance par kilomètre, c'est 0,065 ohms par kilomètre. Alors s'il vous plaît, vous avez 50 km. Vous avez la réactance longitudinale, ça veut dire l'inductance fois oméga, est égale à 0,5 oméga par kilomètre. Vous avez XC, alors XC dans ce cas, c'est oméga C. Donc, on va dire oméga C, d'accord? Oméga fois C. Pardon. C'est pas oméga C, mais c'est 1 sur oméga C. D'accord? C'est en ohm, d'accord? En ohm fois kilomètre. Là, s'il vous plaît, il faut faire attention, d'accord? Il faut faire attention parce que ici, c'est par kilomètre et là, c'est fois kilomètre. Et tout à l'heure, je vais expliquer pourquoi ici, on a fois kilomètre et là, on a par kilomètre. Parce que
généralement, ce qui nous intéresse, c'est la résistance, l'inductance et la capacité. D'accord? Alors, l'inductance, généralement, la résistance, pardon, c'est en ohms par kilomètre. L, c'est Henri par kilomètre. Et puis, la capacité, c'est en farad par kilomètre. Alors, regardez, lorsqu'on fait le XC, qui est 1 sur oméga C, alors les kilomètres que vous avez ici, ça sera en haut, d'accord? Parce que vous avez la capacité, c'est quoi? La capacité, c'est en farad par kilomètre. Et là, vous allez avoir la réactance transversale, XC, donc c'est 1 sur oméga C. Donc ça veut dire le kilomètre que vous avez là, il sera en haut, d'accord? Au lieu d'avoir ohm par kilomètre, vous allez avoir ohm fois kilomètre, d'accord? C'est pour ça que vous avez ici ohm fois kilomètre. Parce que la capacité, généralement, il est donnée par farad par kilomètre. Parce que lorsqu'on est en transversal, vous avez la capacité, il va s'ajouter avec les kilomètres. Donc c'est comme si vous avez des capacités en parallèle. Et une fois vous avancez dans les kilomètres, vous allez faire la somme des capacités. Et c'est pour ça que vous avez donc capacité, c'est farad par kilomètre. L'inductance aussi, c'est lorsque il est en série, il est en longitudinal. Donc lorsque vous ajoutez donc la distance, vous allez ajouter l'inductance L de la même façon pour la résistance R. Donc il y a une petite différence ici pour la réactance transversale XC. Donc au lieu d'avoir ohm par kilomètre, c'est ohm fois kilomètre parce que la capacité c'est en farad par kilomètre. Et le XC, c'est 1 sur oméga C. Donc, voilà l'explication de l'unité que vous avez ici. Alors maintenant, pour l'exercice, et là je vous demande de faire un petit effort, de faire un peu des calculs. Alors, on demande d'évaluer la résistance de la ligne. Donc, il suffit de faire une multiplication. La réactance inductive de la ligne XL, il suffit de multiplier par 50. La réactance capacitive de la ligne aussi, donc s'il vous plaît, regardez comment faire, d'accord? D'accord? Pour le calcul de la capacité, d'accord, XC. Alors là, vous allez multiplier par kilomètre et là, vous allez diviser par kilomètre, d'accord? Pour la dernière, parce que pour se simplifier, il faut diviser par 50 km. Pour la dernière, pour XC. Et on vous demande de calculer la valeur des puissances actives et réactives consommées par la ligne. Parce que là, on ne connaît pas la puissance. La puissance transportée, c'est 300 mégas, d'accord? Mais on aimerait calculer la puissance qui est consommée par la ligne, la puissance active et la puissance réactive. À la vue des valeurs des puissances, quel élément du circuit peut-on négliger dans le circuit équivalent de la ligne? Bon, alors je vous laisse quelques minutes pour réfléchir et pour faire déjà le calcul de 1 et 2 et 3, c'est facile. Donc il suffit de faire une multiplication et une division. Pour la puissance active et réactive, je pense aussi que c'est facile à faire. Donc, il faudra uniquement calculer le courant qui est transporté dans la ligne. Et on va supposer dans ce cas que nous avons une charge qui est active, une charge avec un cosinus phi qui est égal à 1. Donc, c'est comme si vous avez les 300 mégawatts. Ils sont consommés par une charge active, d'accord? Donc, vous allez calculer le courant. C'est très facile à calculer le courant dans ce cas. Vous avez un courant triphasé. Vous avez une tension composée. Vous avez de la puissance. Vous avez un cosinus phi qui est égal à 1. Donc, vous pouvez calculer le courant qui circule dans la ligne. Une fois vous calculez le courant qui circule dans la ligne, vous pouvez calculer la puissance active par effet Joule et la puissance réactive qui est consommée par la ligne. D'accord? Ce n'est pas consommé par la charge. La puissance consommée par la charge, c'est 300 MW. Je demande la puissance qui est consommée par la ligne. Ce sont les pertes actives et réactives dans la ligne. Et là, s'il vous plaît, faites les calculs et donnez-moi les valeurs correspondantes pour chacune des questions. Donc, rapidement,
Alors, la résistance de la ligne, c'est combien? 3,25. Donc, 3,25 ohms, c'est ça. Voilà. Alors, pour la réactance, C'est 25. oui, 25 ohms. Et pour la réactance transversale, C'est 15 millions. là, elle a 15 millions. Vous avez multiplié par 50. Oui, Et la, monsieur. et la multiplicité par 50, ça te donne ohms kilomètre au carré. Monsieur, c'est 6 000. Voilà, c'est 6000 ou là, Oui, plus. voilà. Faites attention, la multiplicité n'est pas 50, ça te donne ohms kilomètre carré. D'accord? Donc, il faut diviser par 50 pour avoir, d'accord, pour avoir la valeur en ohms. Donc, voilà, on a 6000 ohms. Donc là, vous voyez déjà, si je fais le schéma monophasé équivalent de notre ligne, d'accord? Alors là, vous avez 3,2 ohms. Et puis, pour la réactance longitudinale, vous avez 25 ohms multiplié par J. D'accord? Et puis, vous avez une impédance transversale qui a une valeur de J fois 6000. Voilà. Alors, notre schéma, ouais, d'accord, le schéma d'IANA, monophasé équivalent, c'est 3,2 ohms, 25 fois J, c'est la réactance longitudinale, et puis la réactance transversale, J6000. Et là, vous avez un courant qui circule, d'accord, un courant qui circule par phase I, que vous devez calculer. Alors, le courant, comme j'ai dit, en fait, le courant I, c'est quoi? C'est la puissance que vous avez tout à l'heure, donc 300, c'est ça? 300 Oui. fois 10 à la puissance 6. Alors, puisque j'ai dit qu'on a une charge active, donc le cosinus phi est égal à 1, donc directement, vous divisez par racine de 3. Alors, s'il vous plaît, toutes les valeurs qui sont données lorsqu'on est en triphasé, toutes les valeurs qui sont données pour les tensions, ce sont les valeurs composées. Donc, racine de 3 fois, la tension, 200, 250, 230. 230 kg. Voilà, 230 230. kg. Voilà, alors 230 fois 10 à la puissance 3. Et ça va vous donner le courant I. Donc, c'est combien le courant si vous faites le... 700. 700 ampères. Voilà. 53,06 ampères. Voilà. Donc, pour la puissance active, si vous prenez en monophasé, ça va vous donner donc 100 mégas, et puis vous faites les calculs de toute façon. D'accord? Alors, finalement, vous allez avoir un courant qui est égal à 750 ampères. D'accord? Et puis, vous allez faire les pertes joules actives et les pertes joules, les pertes réactives. Alors, pour les pertes joules actives, donc c'est facile. Donc, perte joule, c'est R fois I au carré. Si vous êtes en monophasé, parce que là, vous prenez par rapport à 100, d'accord? Vous prenez par rapport à 100, parce que là, je veux calculer, par exemple, je veux calculer la part, d'accord? La part de la puissance active, les pertes joules dans la puissance active. Donc, finalement, vous allez trouver 1,83% de la puissance transmise. Alors, la puissance transmise, c'est 3000. Là, 100 par phase, d'accord? Parce que là, si je mets par phase, vous allez avoir une puissance d'IL 100 MW. Si je veux travailler avec le monophasé, donc je vais transformer tout en monophasé. Donc, avec la puissance 100 et la tension que vous avez ici, c'est 230 divisé par racine de 3 pour avoir la tension simple, d'accord? Pour travailler en monophasé, la puissance transmise par la ligne, c'est 100. Et la tension, c'est quoi? La tension, c'est 230 kV divisé par racine de 3. D'accord? Si vous voulez travailler en monophasé. Sinon, vous restez en triphasé, ça va donner la même chose.
Donc, les pertes joules, c'est 1,83% de la puissance active, de la puissance totale transmise par la ligne. D'accord? Alors maintenant, Alors, comme j'ai dit, si vous voulez avoir la puissance triphasée, s'il vous plaît, multipliez ça par 3, d'accord? Multipliez ça par 3. Vous voulez avoir la puissance triphasée, d'accord? Et la puissance transmise par une seule phase, ça, c'est la puissance qui est transmise ou qui est consommée par une seule phase. 1,83, c'est les pertes joules d'une seule phase. Si vous voulez avoir les pertes joules totales, multipliez, s'il vous plaît, par 3. D'accord? Alors maintenant, pour les pertes réactives. Les pertes réactives pour une phase, c'est, si vous voulez, donc c'est soit vous faites par exemple 25 fois le courant au carré, c'est ce que nous avons ici, d'accord? C'est 25 fois 750 et ça va vous donner 14,1 mégavar. Et c'est 14,1% de la puissance transmise. Alors tout à l'heure, pour la puissance active, c'est 1,83. Les pertes, c'est 1,83. Maintenant, les pertes réactives de la ligne transversale, c'est 14,1. Et pour la puissance réactive qui est générée par le condensateur qu'on a ici, d'accord? Parce qu'ici, vous avez un condensateur. Quelle serait la valeur de la puissance réactive fournie par les capacités dans ce cas? Alors, j'attends une réponse, s'il vous plaît. Comment exprimer la puissance réactive qui est fournie par les capacités qui sont ici? Yalla, d'après ce que vous connaissez, d'après ce que vous avez fait les machines électriques, quelle est la puissance réactive ou là, quelle est l'expression de la puissance réactive fournie? Parce que dans ce cas, c'est une C'est moins capacité. 3 oméga U carré. Elle, Moins 3 c'est oméga U carré. voilà. Et si vous mettez le moins, ça veut dire qu'elle est consommée par la capacité, d'accord? Si vous mettez moins, ça veut dire que c'est une puissance qui est consommée par les capacités. Donc, ça veut dire que c'est une puissance qui est fournie, d'accord? Donc, faites attention. Donc, c'est moins. Moins, ça veut dire lorsqu'on prend la capacité comme un récepteur. Un récepteur, généralement, il consomme de la puissance. Et lorsque vous avez une valeur qui est négative, ça veut dire que le récepteur, il va fournir de la puissance, d'accord? Donc la puissance consommée, elle est négative, ça veut dire que la capacité, il va fournir cette puissance réactive. Alors la puissance réactive, c'est quoi dans ce cas si on est en triphasé? C'est 3 fois C oméga fois la tension simple au carré. Là, vous mettez directement C oméga fois la tension composée au carré. D'accord? C oméga fois la tension composée au carré. Lorsqu'on est en triphasé, d'accord, c'est oméga U au carré, d'accord. Ou là, vous mettez 3 fois C oméga fois la tension simple au carré. Donc, vous utilisez ce que vous voulez. De toute façon, vous allez avoir donc la même valeur pour les deux. Alors maintenant, pour une seule phase, il va fournir une puissance d'IL 3 mégavar. Donc, ça veut dire dans ce cas 3%. Alors, à partir de ces données, s'il vous plaît, la dernière question, à la vue des valeurs des puissances, quel élément du circuit peut-on négliger dans le circuit équivalent de la ligne? Alors, qu'est-ce qu'on va garder dans ce cas? L'élément le plus important. Alors, pour l'élément le plus important dans notre cas, c'est l'élément réactif longitudinal, le 14,1%. D'accord? Alors, pour cette ligne-là, on peut, avec une certaine approximation qui est acceptable, on peut garder que la réactance longitudinale. Alors, les approximations, les l'électrotechnique. Alors, si vous venez d'autres disciplines, mais dans l'électrotechnique, c'est une discipline d'approximation. Toujours, par exemple, si vous avez des gens qui ont fait les maths sup, les maths P, ou qui ont fait les maths, ou et lorsque vous cherchez l'exactitude, non. Dans le cas de l'électrotechnique, on cherche toujours des approximations pour faciliter les calculs et pour avoir des expressions qui sont simples. D'accord?
Alors, dans ce cas, on peut dire, à partir de ces calculs et à partir de ces valeurs que nous avons trouvées, que je peux garder uniquement le schéma équivalent suivant. عندي le générateur ديالنا اللي كيعطينا 300 ميجاوات. عندنا la charge ديالنا هي هذه la charge اللي كتكونسومي 300 ميجاوات. ولا ligne ديالي je peux la modéliser uniquement par la réactance longitudinale ديال 25 ohms. Ça veut dire avec la réactance transversale مع la résistance, je peux bien les négliger. Donc là, vous voyez les approximations que l'on peut faire lorsqu'on étudie donc les réseaux électriques, c'est que à partir des calculs, on peut bien négliger donc quelques paramètres et ne garder que les paramètres qui ont une certaine influence, qui ont une signification très importante. Alors dans notre cas par exemple, si on veut garder que les éléments qui ont une influence de plus de 10%, la Brina par exemple, les paramètres qui ont une influence qui est supérieure à 10%, alors dans ce cas on peut négliger par exemple le 3, le 1,8 tout à l'heure, et ne garder que l'élément qui a 14% d'influence. D'accord? Par exemple, 14% de la puissance consommée. D'accord? Mais comme j'ai dit, c'est une approximation qui va répondre à notre question. Parce que la question d'Yanna, c'était à la vue des valeurs qu'on a trouvées. Peut-on négliger dans le circuit, quels sont les éléments que l'on peut négliger dans le circuit équivalent? Voilà, dans ce cas, on peut dire que l'on peut négliger la résistance, la capacité, et laisser l'inductance. Comme on peut dire par exemple qu'on peut négliger uniquement la résistance et garder l'inductance à la capacité. Ça aussi c'est une approximation. D'accord? Parce que 3% déjà c'est quelque chose, 3% déjà c'est quelque chose qui est important. D'accord? On peut bien garder la capacité. ولكن إلا رجعنا للكور كنا قلنا بأن pour des distances qui sont inférieures à 80 km, on peut négliger la capacité. Et c'est très bien. Donc, déjà, c'est vérifié. C'est vérifié que pour des distances qui sont inférieures à 80 km, on peut négliger la capacité. Et nous avons dit aussi que pour les lignes très haute tension et haute tension, on peut négliger la résistance. Et là, finalement, donc, à partir du cours, ce que nous avons vu dans le cours, on peut déjà, à partir de la tension de 230 kV, on peut négliger la résistance. Et à partir de cette distance-là qui est inférieure à 80 km, on peut négliger la capacité et ne garder que la réactance longitudinale de la ligne. Et voilà, c'est une approximation qui est valable et qui est justifiée et qui ne peut pas influencer d'une manière significative les calculs après que l'on va faire. Par exemple, on peut faire ici un court-circuit et calculer le courant de court-circuit. Et l'on peut refaire les calculs en tenant compte de la résistance et de la capacité. On va trouver que les calculs sont proches même si on néglige la capacité et la résistance. Ça veut dire la capacité mais la résistance, ils ne vont pas influencer les calculs, par exemple, des courants de court-circuit. Donc voilà pour cette semaine. Alors je vous laisse le temps si vous avez des questions à poser avant de clore le... Monsieur, j'ai une question. Pour avoir la même mutuelle, il faut avoir la même distance. Donc, Ouais. il faut avoir triangle. Ouais. Cette modélisation qu'on a déjà faite, c'est juste pour triangle. Oui, c'est pour triangle et nous allons voir la semaine prochaine parce qu'on n'avait pas le temps aujourd'hui de voir. Je croyais tout à l'heure qu'on va aborder le calcul de l'inductance de la ligne. La semaine prochaine, on va voir ça. Mais lorsque je vais faire un petit pour répondre à votre question. Alors généralement, la ligne de grande distance, de longue distance, qu'est-ce qu'on trouve? Je pense que c'est votre question, c'est ça? Généralement, vous avez les lignes qui sont comme ça, lesquelles se font sur les routes. Alors généralement, vous avez une phase 1, et puis vous avez une phase 2, et puis vous avez une phase 3, et puis vous voyez que la distance n'est pas la même. La distance, par exemple, la troisième, ce n'est pas la distance entre le 1 et le 2 et le 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on fait normalement? Et ça, je ne sais pas, est-ce que vous l'avez bien constaté dans les lignes aériennes? On permute. Ça veut dire, on va sur une distance et puis on va permuter. D'accord?
هذه كتمشي لهنا وهذه par exemple كتنزل لهنا. D'accord? Alors ça veut dire après qu'est-ce qu'on fait تاني؟ هذه فين كانت الفوق ولات في الوسط غتنزل لتحت. D'accord? هذه غنشوفوها la semaine prochaine. D'accord? Et puis vous avez هذه فين كانت في الوسط وبي ولات هنا دونك غترجع للفوق. هاد لا troisième فين كانت لتحت رجعت للفوق غترجع للوسط. Donc voilà comment on fait pour les lignes. Donc هادو فين كيوقعوا هاد لي بيرميتاسيون تيوقعوا في لي بيلون. دونك ملي كنوصلوا ان بيلون كنديروا لا بيرميتاسيون. دونك هذا سي ان بيلون d'électricité. D'accord? هنا تاني on fait la permutation et ainsi de suite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais la moyenne de la distance بين هذه مع هذه ولا بين هذه وهذه sur une longue distance, je vais trouver que la distance moyenne c'est la même. D'accord? Donc ça veut dire si je prends la moyenne, je trouve que si je calcule les inductances هنا, même si les distances ne sont pas les mêmes, parce que ça va se récompenser ici. هذه اللي كانت بعيدة هنا غتولي قريبة وهذه اللي كانت قريبة غتولي بعيدة et ainsi de suite. Donc si je fais la moyenne sur une distance qui est très importante, je vais trouver que la distance moyenne, ça va rester la même entre tous les conducteurs. C'est comme si vous avez 3 conducteurs qui sont en triangle. Et ça s'appelle la permutation. On fait la permutation des phases sur chaque distance. Donc par exemple, كيمشي واحد 1 km ou 500 mètres et puis on fait la permutation. كيمشيو تاني على 500 متر اخرى تنديروا la permutation de telle manière à garder une certaine symétrie pour les différentes valeurs ديال les paramètres ديال la ligne. La résistance ما كتأثرش لأن la résistance ما عندهاش علاقة بلا distance هذا, ولكن la capacité مع l'inductance elle, si je prends la valeur moyenne على la longueur de la ligne, je vais trouver que c'est presque symétrique pour toutes les lignes. Alors, je pense que c'était votre question, c'est ça? Oui, monsieur, merci. Donc la solution la solution c'est que on permute les emplacements des phases des conducteurs sur toute la longueur de la ligne de telle manière à ce que la valeur moyenne sur une longue distance, la valeur moyenne elle sera symétrique et sera la même pour tous les conducteurs. Mais ça, on va le voir la semaine prochaine, Inch'Allah, lorsqu'on va faire le calcul exact de la capacité C et de l'inductance L, parce qu'on va donner des valeurs, comment on va calculer l'inductance L, par exemple, en fonction des distances entre les lignes, et ainsi de suite, et en fonction de la hauteur de la ligne par rapport au sol. De la même manière, on va calculer la capacité C en fonction des distances entre les lignes et en fonction aussi de la distance de la ligne par rapport au sol. D'accord? Tout ça, on va le voir la semaine prochaine, Inch'Allah. D'autres questions?